Bonjour à toutes et à tous et bon appétit à ceux qui prennent le temps de nous regarder pendant leur pause lunch. Je m'appelle Cheyenne, je suis responsable marketing chez Nexus Innovation et c'est un plaisir pour moi de vous souhaiter la bienvenue à notre webinaire du jour. Donc aujourd'hui, on va mettre notre attention sur comment les entreprises les plus agiles planifient leurs projets techno. Et d'ailleurs, on a un gros indice sur la diapositive que vous voyez à l'écran, c'est écrit noir sur blanc. Leur secret, c'est la feuille de route technologique. Donc, pendant ce webinaire, on a prévu de vous expliquer plus en détail qu'est-ce que c'est qu'une feuille de route, en quoi ça consiste, puis surtout comment la bâtir. Mais si on devait faire une analogie pour la présenter, on peut dire qu'elle est comme les plans d'une maison. On s'en sert pour établir des fondations solides et on y met tous les détails nécessaires pour que la maison, elle ressemble à ce en quoi on s'imaginait lorsque elle sera construite. Donc, sans plus attendre, on va aller jeter un coup d'œil à l'agenda du jour. Donc, pour commencer, on va vous expliquer pourquoi une feuille de route, c'est indispensable pour bien lancer votre année 2025-2026. Ensuite, nous verrons qu'est-ce qu'une feuille de route technologique et on vous dévoilera les secrets pour la bâtir. Vous allez voir qu'on a été généreux sur cette partie car on voulait vous proposer du concret en vous montrant la méthode qu'on utilise, nous, chez Nexus, avec nos clients. Et on veut que vous repartiez de ce webinaire vraiment bien outillé puis que vous ayez du concret entre les mains. Donc, ensuite, notre expérience du terrain nous a permis de déterminer les 4 pièges les plus fréquents que vous devriez éviter pour exploiter efficacement votre feuille de route. Puis, on va vous expliquer aussi pourquoi la feuille de route, elle peut être un levier pour optimiser l'accès au financement et subventions de vos projets techno. Et puis, comme d'habitude, on va se garder un instant à la fin du webinaire pour répondre à vos questions. Donc, maintenant que l'agenda du jour est dévoilé, il est temps de passer aux présentations. Donc, aujourd'hui, c'est Samuel et Louis-Philippe qui vous présenteront ce webinaire. Allô, vous deux? Bonjour. Salut. Sam, est-ce que tu veux Merci. commencer par te présenter? Oui, certainement. Allez. Merci, Cheyenne. Merci à tout le monde d'être là. J'espère que vous mangez des bonnes choses en même temps. Je suis vice-président corporatif chez Nexus. Donc, je m'assure d'accompagner nos clients dans le bon choix puis l'évolution de leurs solutions technologiques. Puis aujourd'hui, je suis vraiment content parce que j'ai réussi à convaincre mon partenaire Louis-Philippe de venir faire un webinaire avec nous enfin. Louis-Philippe, merci d'être là. Très hâte de faire ça avec toi. Ça me fait un grand plaisir. Merci, Sam. Écoute, donc Louis-Philippe Vallée, président directeur général de Nexus Innovation. Depuis plusieurs années, moi et Sam, on se fait un plaisir d'accompagner des entrepreneurs, des dirigeants de départements, des entreprises là, dans leur cheminement, leur transformation numérique. Puis ça fait toujours plaisir de partager les apprentissages puis les secrets qu'on a appris à travers notre chemin. Merci. Puis pour la petite histoire, juste noter, aujourd'hui, c'est l'anniversaire de Louis-Philippe, donc c'est un peu son cadeau de venir faire ce webinaire-là. Juste vous dire, si vous êtes en train de chanter Bonne fête à la maison, malheureusement, on ne vous entend pas, mais on le fait tous pour toi, Louis-Philippe. Bonne fête. Je te souhaite pour la prochaine année plein de webinaires. C'est ce que je te souhaite. Commençons tout de suite avec un petit tour rapidement. On parlait, on est Nexus. Pourquoi on est là? C'est le petit segment un peu plus philosophique de la rencontre. Depuis la création de Nexus, on a une vision qui est d'aider l'humain à travailler mieux sur ce qui compte. C'est vraiment axé sur un désir d'accompagner les PME au Québec dans l'amélioration de leur façon de travailler, mais vraiment d'avoir un impact sur tous les employés des organisations. C'est le fun de travailler dans des outils qui marchent, puis c'est le fun d'avoir l'impression, puis de voir l'impact qu'on a au travail. Puis on pense qu'on est capable de le faire grâce à ça. Donc, ça a été toujours derrière cette réflexion-là. Puis de plus en plus, on essaie vraiment d'aider dans la réflexion de c'est quoi la nouvelle expérience de travail pour le monde. On le voit, il y a tellement de choses qui changent avec l'arrivée des technologies AI. Il y a tellement d'outils maintenant qui peuvent avoir un énorme impact. Puis ça ne veut plus dire la même chose. L'expérience n'est plus la même. Être un avocat, être un expert en qualité, être en vente, être en marketing, c'est plus la même chose et ça évolue grandement. Donc, on veut vraiment participer à ça. Et une des façons où on va pouvoir le faire, c'est un peu en partageant des connaissances qu'on a. On est spécialisé dans les technologies Microsoft. On travaille dans tout ce qui est outils de travail. Et aujourd'hui, en fait, on va faire un petit pas en arrière. Donc, on a livré beaucoup de projets, mais derrière tous ces projets-là, il y a une feuille de route, il y a un désir, il y a des objectifs. Et comment qu'on arrive à ça, c'est un peu ce qu'on veut regarder aujourd'hui. Puis, un peu de voir pourquoi est-ce que c'est nécessaire d'avoir une feuille de route. On va essayer d'être très concret aujourd'hui. Le but, c'est qu'en sortant d'ici, vous soyez prêts à
à vous la faire, votre feuille de route, être capable de donner un peu de clarté à votre organisation. Puis, merci d'ailleurs, Louis-Philippe, d'avoir challengé un peu. Tu sais, on parle, dans le titre du webinaire, on parle d'entreprise agile, puis pourquoi c'est important la feuille de route pour une entreprise agile. Puis je pense que je veux tout de suite commencer en cassant le moule de ce que c'est une feuille de route, puis pourquoi c'est important. On est dans un monde, comme je le disais, les choses bougent rapidement. Il y a beaucoup de changements qui se font sur le marché. Il y a des technologies émergentes qui arrivent, qui vont avoir un impact sur comment on travaille. Et des fois, on a de la misère à faire cette espèce de lien-là. On s'attend que les organisations, que les équipes soient très agiles, soient capables de réagir au changement de ce marché-là, soient capables de s'adapter rapidement. Qu'est-ce qu'une feuille de route vient faire là-dedans? Des fois, la vision qu'on a d'une feuille de route, c'est une espèce de long document, c'est une espèce de plan quinquennal. Ça sonne figé un petit peu. Donc, c'est quoi le lien entre ça et l'agilité? C'est un peu ce qu'on veut venir briser. Pour moi, une feuille de route, c'est pas tellement la documentation, la rédaction et tout ça. La feuille de route, c'est les décisions qu'on prend, puis c'est l'alignement qu'on donne à tout le monde. C'est ça qui est important, peu importe ce qu'on a fait pour l'atteindre. Puis c'est ce qu'on veut mettre de l'avant aujourd'hui. Parce que ce qu'on voit présentement, quand on parle aux organisations, je vais le dire comme ça, c'est pas facile d'être responsable des technos pour une organisation. Je vais dire au Québec, mais je pense que c'est vrai un peu partout en Amérique du Nord et dans le monde. C'est pas facile d'être responsable des technos aujourd'hui. Les attentes sont extrêmement élevées. Les gens voient tout ce qui peut être possible et tout ça. Puis c'est souvent, je trouve que les personnes sont souvent porteurs de mauvaises nouvelles. Ça coûte un petit peu plus cher que ce qu'on pensait. Le projet prend un petit peu plus de temps. Il y a une complexité quand même derrière la plupart des projets. Puis malheureusement, le marketing des produits nous donne l'impression que tout est si simple. Fait qu'on a des grandes attentes du côté affaires. On veut aller avancer plus vite, on veut être agile, on veut réagir à des besoins du marché. Et puis, comment qu'on fait pour adresser ça? Notre but aujourd'hui, ça va être de trouver cette façon-là, de trouver une façon simple pour permettre aux gens, les responsables IT, les responsables de domaine d'affaires, de shiner dans une organisation en donnant de la clarté, en montrant une vision claire, puis en alignant tout le reste de l'organisation. C'est un petit objectif très simple pour mettre de l'avant. Ça me permet de toucher un peu justement sur la définition d'une feuille de route parce que ça peut être tellement de choses. On en a fait plusieurs et c'est pas juste une liste de critères, une feuille de route. Je le ramène plus sur qu'est-ce qu'on ressent quand on a une feuille de route. Parce que j'ai vu des feuilles de route qui sont très, très simples. Même tu peux l'écrire en arrière d'une napkin s'il faut. Mais au final, avoir une feuille de route, c'est vraiment un sentiment de clarté. Okay? On sait qu'est-ce qu'on veut faire, on sait où on s'en va, puis on est capable de l'exprimer clairement à nos utilisateurs, à nos équipes métiers. On a une capacité de prendre des décisions qui est meilleure. Donc, on est capable de choisir les projets qui vont aller de l'avant. On est capable de choisir avec quel partenaire ou quel genre de solution on va pousser. Une espèce de sentiment de maîtrise. On sait, on connaît nos investissements, puis on est capable de voir la valeur de ces investissements-là. Puis même, ça nous permet d'aller chercher même du financement, des subventions ou plus de ces investissements parce qu'on est capable de donner confiance que les équipes TI livrent de la valeur pour les utilisateurs, puis ça devient un partenaire stratégique à l'intérieur d'une organisation. C'est le sentiment que quand les organisations ont des feuilles de route, devraient être capables de dégager. Et le plus important, c'est un alignement. On a l'impression que toutes les unités d'affaires sont alignées dans une direction. Il n'y a pas de challenge majeur sur c'est quoi les prochaines étapes et qu'est-ce qui est important. Donc, une feuille de route, peu importe le format, la taille, peu importe les efforts, c'est ce qu'on veut atteindre. Donc là, ce qu'on veut faire avec ça, puis c'est un peu pour ça que j'ai demandé à Louis-Philippe. Louis-Philippe en a fait quelques-unes avec moi, avec d'autres personnes aussi chez Nexus. Le but, ça va être de voir comment nous, chez Nexus, on va montrer un peu la méthode pour y arriver de façon simple. Une méthode que vous pouvez prendre, appliquer de votre côté. Mais je veux revenir sur la valeur qui est la plus importante. Une feuille de route à la fin de la journée, sa valeur, elle se matérialise par les décisions qui sont prises. Le but d'une feuille de route, c'est de prendre les bonnes décisions. Donc, prendre les bonnes décisions puis bien les communiquer pour que les gens soient alignés.
Si on part avec juste cet objectif-là en tête, c'est la raison d'être d'une feuille de route sur une période. On sait qu'est-ce qu'on veut faire. Puis ensuite de ça, ben, il reste juste à voir comment est-ce qu'on atteint ça. Puis c'est le but de la présentation aujourd'hui que je vais faire avec Louis-Philippe. Louis-Philippe, c'est quoi une feuille de route? C'est quoi une feuille de route? Je pense que tu l'as bien résumé. Donc, un outil d'aide à la prise de la décision. Puis qui dit prise de décision, dit aussi la gestion de changement. On parle de communiquer le changement. On s'assure que tout le monde est aligné vers une vision commune. Donc, l'objectif pour moi aujourd'hui, ça va être de vous expliquer qu'est-ce que ça devrait contenir une feuille de route. Je vais passer avec vous à travers peut-être l'approche qu'on a prise. Juste prendre en note qu'une feuille de route, ça peut être, comme Samuel l'a dit, une présentation d'une vingtaine, trentaine de slides, puis on a déjà fait des feuilles de route qui contiennent 70 pages de documentation. Donc, il y a vraiment un spectre de l'effort qu'on va mettre là-dedans. L'objectif est toujours le même, puis le process est généralement le même aussi. Fait on va essayer de passer à travers ces différentes étapes-là, puis on va commencer par, encore une fois, revenir sur la définition de c'est quoi une feuille de route. Oui, c'est un outil d'aide à la décision, mais c'est un plan de match stratégique. Au final, ce qu'on veut faire, c'est venir avoir un outil simple qu'on peut utiliser pour expliquer à tout le monde, les gens de notre équipe ou de notre organisation, qu'est-ce qu'on a planifié dans le 12, 24, 48 mois qui s'en vient au niveau de nos initiatives. On veut les aligner puis les prioriser entre elles, puis on veut s'assurer que tout le monde comprend pourquoi on a fait cette priorisation-là. C'est vraiment l'objectif de la feuille de route, c'est de venir prendre cette information-là puis de la communiquer efficacement, rendre ça le plus simple possible pour, oui, faire une grande prise de besoin puis une bonne écoute de notre équipe et d'où on veut aller, mais bien sûr de s'assurer de simplifier le contenu pour le partager. L'approche que nous, on a développée à travers le temps, on avait un désir de rendre ça efficace dans un délai rapide. On le sait, comme on en parlait tantôt, l'agilité, c'est savoir s'adapter, c'est la transparence. Quand je parle de communication, je parle de transparence. L'adaptabilité vient avec le fait que cette feuille de route-là va évoluer dans le temps. Comme un plan stratégique, on le fait en début d'année, mais sur une base régulière, on va se questionner sur est-ce qu'on est toujours dans la bonne direction? Est-ce qu'on atteint nos cibles si on continue comme ça? Mais c'est un peu la même chose. On va déposer une feuille de route technologique à un moment X. Donc, on ne veut pas passer 6 mois à développer cette feuille de route-là. On essaie de bâtir une série d'ateliers qui, en 6 à 8 semaines, ça va être notre objectif quand on rentre dans un projet comme ça, rassembler toute l'information nécessaire pour nous permettre de faire une recommandation au haut niveau. Puis de se dire qu'on va pouvoir évoluer puis itérer sur cette feuille de route-là à travers le temps. Le flow est assez simple. On va faire une rencontre préparatoire pour mettre en place et communiquer aux intervenants ou les gens qui vont participer à cet exercice-là ce qui s'en vient. Puis on va découper ça en ateliers. On va avoir un premier atelier qui est super important pour nous, qui est l'atelier stratégique. L'atelier stratégique, c'est dans cet atelier-là qu'on va venir comprendre où veut aller l'organisation. Ce qui est super important dans une feuille de route, c'est de ne pas descendre partir que des problèmes, mais de regarder où on veut aller. On va vouloir que nos initiatives technologiques soient très, très, très alignées avec notre objectif ambitieux, nos ambitions de croissance, nos désirs de diversification. C'est super important pour nous de comprendre, avant de faire des recommandations pour un plan ou une feuille de route technologique, de comprendre où la business veut aller. Ça, c'est le bout à faire. Ensuite, on va rencontrer les différentes unités d'affaires pour aller vraiment capturer toute l'information de ces unités d'affaires-là, comprendre comment elles fonctionnent, c'est quoi leurs objectifs à eux, puis leur métrique de succès. Et là, on va s'asseoir ensemble et on va vous présenter ce qu'on appelle la présentation préliminaire pour juste s'assurer qu'on a bien compris tout ce qu'on a acquis comme information. Si la synthèse à ce moment-là est bonne, nos recommandations vont être en ligne. Fait qu'avant de s'asseoir et de commencer à réfléchir aux technologies, on n'a que parlé de nos objectifs d'affaires. On a rencontré puis fait un diagnostic des différentes choses qui se passent dans l'organisation et de l'écosystème actuel. Et on va s'assurer qu'on est aligné vers où on va aller. Et ensuite, on va faire des ateliers, nous, dans lesquels on va regarder d'un point de vue technologique qu'est-ce qui fait du sens d'un point de vue global. On veut éviter, dans ces contextes-là, d'arriver avec des outils qui vont être sélectionnés, par exemple, par les différentes unités d'affaires pour ne pas créer
des silos, ce genre de choses-là. Donc, l'idée, ça va être ça. Nous, on va faire un travail à l'interne, puis on va remettre ce qu'on appelle la feuille de route technologique. Fait que ça, c'est notre flow simplifié, mais qui explique un peu le processus qu'on va suivre dans cette méthode-là. Je pense qu'il est intéressant à comprendre là, ouais. C'est qu'on a, premièrement, ça prend un certain temps avant qu'on commence même à parler de technologie, puis c'est important. C'est important de parler des affaires, parler de ce qu'on veut accomplir, puis la technologie, elle vient après, mais elle vient au service de ça. Puis l'autre élément, c'est une méthode qu'on a mis en place qui nous permet justement de faire des feuilles de route sur une période relativement courte. Demain matin, vous êtes responsable d'une équipe IT, vous voulez justement vous faire votre feuille de route pour être capable de communiquer mieux. Le flow reste le même. Vous pouvez le faire par vous-même. Il y a une capacité à. Puis c'est ça qu'on veut vous montrer. Comment demain matin, vous êtes capable de prendre cette même méthode-là, les éléments les plus importants. Puis ce serait quoi les étapes? Ça reste ces mêmes étapes-là, ces mêmes principes-là. Si, beau complément. Donc là, ce que je veux faire, c'est vous présenter quelques outils qu'on utilise à travers cette approche-là. Un des outils qu'on a développé vient d'un livre qui s'appelle Play to Win. On l'a adapté un petit peu pour le rendre en mode Canva. Mais essentiellement, ce qu'on veut venir capturer ici dans ce premier atelier stratégique-là, puis là, on va s'assurer d'avoir les dirigeants de l'organisation au moment de cet atelier-là. On va essayer d'identifier c'est quoi le winning aspiration, donc la définition du succès, qu'est-ce que l'entreprise vise. On va parler des fois dans certains jargons du Big Hairy Audacious Dream, le BHAG. On va parler des objectifs 10 ans. Bref, peu importe la forme que ça prend dans votre organisation, vous aviez généralement une grande ligne directrice. Une entreprise va souvent avoir des différenciateurs qui vont être la réponse à pourquoi vous plus qu'un autre. Donc, on va essayer de capturer quels sont les différenciateurs, qu'est-ce qui fait que votre organisation va réussir à atteindre ce winning aspiration-là. Et on va commencer à creuser, à comprendre quelles sont les choses qui doivent être vraies, quels sont les impératifs pour atteindre ou pour matérialiser ces différents différenciateurs-là pour nous permettre d'avoir le succès qu'on désire avoir. On va se mesurer, là, le niveau de véracité, on va venir voir, parce que des fois, il y a les choses qui doivent être impératives pour qu'on gagne, puis c'est pas toujours au moment où on fait cet exercice-là 100% vrai. Des fois, c'est des choses qu'on veut, c'est aspirationnel, c'est ça qui doit être un impératif organisationnel, mais on doit s'améliorer. Donc, on va essayer de mesurer quels sont, ça va nous aider dans la priorisation, là, quels sont les impératifs qui sont les moins forts à l'interne pour pouvoir nous aider à identifier quelles sont peut-être les initiatives technologiques qui seront plus importantes que d'autres d'un point de vue. Donc là, vous voyez que je commence à faire le pont directement entre la stratégie d'affaires et les initiatives qui vont venir. Évidemment, on a besoin de comprendre l'aperçu des solutions actuelles. Un des outils qui est facile à utiliser, c'est le mind map. Peu importe la forme que ça prend, on va essayer de capturer quels sont tous l'environnement technologique, à quoi servent ces différents outils-là dans l'organisation, quels sont les processus qui supportent votre organisation. Et de ça, on va découler généralement 1 à 3 priorités qui sont les grandes priorités organisationnelles. Souvent, quand on va rencontrer une organisation, ce tableau-là se remplit tout seul parce que c'est des choses qu'on connaît. On vient juste le capturer dans un atelier pour s'assurer que nous, dans les prochaines étapes, on s'aligne là-dessus. Ça, c'est Puis là, pour donner un exemple concret, des fois, c'est compliqué. J'ai fait l'exercice avec Nexus pour vous donner une idée de ce que ça peut représenter. Puis pourquoi, par exemple, moi, à l'interne, on a fait une sélection dans le dernier trimestre d'un outil technologique à mettre en place. Donc, nous, notre winning aspiration, c'est d'être recommandé par 500 entreprises. On désire, d'ici 10 ans, avoir réussi à trouver 500 entreprises qui vont être prêtes à dire Nexus Innovation, c'est une bonne gang, sont solides, je vous recommande de travailler avec eux. Cette passion-là nous anime, c'est comme ça qu'on mesure notre reconnaissance sur le marché puis qu'on veut être reconnu. Les différents différenciateurs qu'on a pour Nexus, une relation de proximité, on va être une organisation qui va être très proche de ses clients et de ses équipes. La méthode qui garantit le succès, donc ce qu'on vous présente aujourd'hui est une de nos approches pour garantir le succès d'une feuille de route. Donc, on a des méthodes comme ça pour nos projets, qu'on sait comment rendre un projet un succès. Et la polyvalence de notre expertise, on a quand même, là, on n'a pas fait le tour là, parce que c'est pas un pitch aujourd'hui de vente, là, mais le tour des différentes approches ou des différentes technologies puis besoins qu'on compte pour les organisations. Mais bref, on s'en vient aux impératifs.
On a comme impératif chez Nexus d'avoir un souci extrêmement important pour l'utilisateur. On l'a dit, on veut changer la façon dont les gens travaillent. On doit s'intéresser à comment les gens travaillent. On doit avoir un accompagnement client là, pour nos méthodes qui est hors pair. Une saine culture de gestion est extrêmement importante pour nous. C'est une de nos valeurs fortes. Des fortes compétences technologiques et techniques et une bonne santé financière pour soutenir la croissance qu'on désire avoir. Et là, c'est pas le vrai exercice de véracité, mais par exemple, l'accompagnement de nos clients. Aujourd'hui, on a identifié que dans notre gestion de projet, on pourrait être meilleur. Et donc, une de nos priorités dans la dernière année a été de structurer, standardiser notre process de livraison. Donc, encore une fois, on veut être reconnu pour nos méthodes. Alors, on doit avoir des outils qui soutiennent cette vision-là. Et là, chez nous, par exemple, on est en train de changer notre système de gestion de projet. Bon, c'est un exemple de comment ça a pu se traduire, là, cette corrélation-là entre l'objectif, la feuille de route et ce qui va venir plus tard dans nos décisions. Donc, on se rappelle que c'est un outil de prise à la décision. C'est le premier exemple, premier outil qui est très simple à remplir, pour lesquels vous devriez généralement déjà avoir les réponses, mais qui va vous permettre de placer les bases pour la suite. Et là, je ne veux pas rentrer dans le détail de comment faire de la prise de besoin dans l'organisation. Ça, c'est un petit outil que j'ai commencé à utiliser qui est un bon résumé, mais vous allez comprendre après où est-ce qu'on s'en va. Donc, je vais faire des ateliers par fonction. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va rencontrer les différentes équipes ou unités d'affaires de l'organisation pour vraiment comprendre dans cette unité d'affaires-là, quels sont les enjeux rencontrés. Souvent, c'est là que les gens, là, ils en ont à dire. On s'assoit avec eux, là, puis là, hey, on va parler des outils technologiques, puis là, il faut leur laisser cet espace-là pour ventiler ou exprimer leur frustration, leur désaccord, leurs enjeux. Souvent, quand on s'assoit, là, on prend ce temps-là et on extrait ça. On va essayer de comprendre cette unité-là ou cette équipe-là, elle dessert quelle audience, avec qui elle travaille, est-ce qu'elle dessert le client final ou est-ce que c'est un département qui dessert des départements internes, par exemple. Quelles sont les mesures de succès? Comment cette équipe-là ou ce département-là mesure son succès? Quelles sont les solutions qui supportent les opérations de cette unité d'affaires-là? Et on va venir quand même prendre le temps, puisqu'on est assis ensemble, de regarder quelles sont les données confidentielles au niveau de la loi 25 pour s'assurer que toute solution technologique prend en considération la nature des données qui sont traitées par cette équipe ou cette unité d'affaires-là. Et on a commencé beaucoup, là, depuis 1 an et demi environ, à parler beaucoup des opportunités d'intelligence artificielle. Souvent, c'est des choses qu'on s'assoit avec l'équipe et là, ils ont des idées, ils aiment ça, ils ont commencé à explorer, ils ont peut-être un petit Agentic AI à l'interne pour s'amuser. Il y en a qui ont commencé beaucoup à utiliser ChatGPT. Peu importe, des fois, on voit cette équipe-là, leur maturité au niveau de où en sont les outils. Puis là, on va essayer de voir avec eux, on va arriver pour faire un petit premier brainstorm autour de quelle pourrait être la nouvelle façon ou la nouvelle expérience de travail. Comment l'IA va potentiellement changer la nature de comment vous faites le travail dans cette équipe-là. Ça, c'est vraiment un tour de roue, c'est vraiment un atelier qui est cadré dans lequel on fait de la capture d'informations. Ça peut prendre n'importe quelle forme, là, on va se le dire. Là, nous, on l'a bâti comme ça parce que c'est les grands éléments qui vont nous amener à ce que je vous présente tout de suite après, qui est les différents constats, documentation. Encore une fois, CICI peut prendre plusieurs formats. Ce qu'on aime faire ici, c'est identifier, mettre en comparaison les différentes unités d'affaires. Ce qui est important pour une organisation, dans sa prise de décision, ça va être de voir quelles sont les grandes priorités de chacune de ces unités-là, de chacune de ces équipes-là, puis quels sont les autres besoins connexes qui ne sont pas 100% liés à l'objectif primaire ou la priorité numéro 1 de l'équipe, mais qui sont quand même extrêmement importants, soit par exemple parce que d'un point de vue de notre objectif en ressources humaines, c'est la croissance ou l'acquisition et donc on a une gestion d'intégration à faire, mais j'ai quand même un besoin connexe où ma documentation au niveau de mes employés n'est pas sécuritaire. Donc, j'ai des enjeux quand même qui doivent être identifiés. Puis là, on va venir faire un exercice externe pour proposer des priorités élevées, moyennes, faibles, pour dire, d'un point de vue global, comment se compare ou comment se priorisent ces objectifs-là pour commencer à mettre en place une réalisation pour les équipes que, d'un point de vue macro, pourquoi mon initiative n'est pas importante ou moins importante par rapport à où est-ce qu'on veut aller. Fait qu'on commence déjà à mettre les bases
pour dire non. Parce que quand on dit prendre des décisions, ben, prendre une décision, des fois, c'est de choisir de ne pas faire quelque chose. Puis c'est important d'expliquer cette décision-là aussi. L'autre chose qu'on va vouloir faire aussi, on ne fait pas toujours, mais qui peut être super intéressant, c'est ben, pour chacune de ces fonctions d'affaires-là, quels sont les différents outils technologiques? Ça, c'est vraiment le portrait global technologique. Le niveau de satisfaction par rapport à ces outils-là, qu'est-ce qu'on aime et qu'est-ce qu'on n'aime pas. Des fois, ça sert à avoir un bon portrait de notre écosystème techno. Qu'est-ce qui va bien, qu'est-ce qui va mal. Puis souvent, il y a peut-être des morceaux qui valent la peine d'être changés s'ils créent des enjeux importants au niveau de notre efficience organisationnelle. Donc voilà, petit exemple, encore une fois, je ne rentre pas dans le détail, je n'ai pas des exemples concrets à vous donner, mais l'idée ici, on se rappelle, c'est de partir de la prise de besoin puis de documenter les constats qu'on va avoir faits pour nous aider pour la suite. Puis la suite, c'est ce qu'on parle depuis tantôt, c'est la priorisation, c'est la prise de décision. Puis là, pick your poison, dans le sens il y a plein d'approches. Souvent, on va adapter notre approche en fonction du niveau de détail de la prise de besoin ou de la taille de l'organisation. On peut utiliser le Moscow, qui est un des outils qu'on aime beaucoup, beaucoup, qui est qu'est-ce qui devrait, qu'est-ce qu'on must have, should have, could have, won't have, qui est une façon de regarder ce qui est vraiment important, puis qu'est-ce qui est peut-être du facultatif ou de l'amélioration qui serait le fun, mais qui n'est pas nécessairement prioritaire. Le SWOT qu'on connaît bien depuis longtemps en entreprise, puis les matrices de priorisation aussi, je pense que l'outil le plus simple, c'est de prendre ces différentes initiatives qu'on a identifiées, puis de les placer dans une matrice d'urgence, d'importance et d'urgence. Et je pense que c'est important d'arriver à ce moment-là dans la priorisation. La raison pour laquelle on parlait de l'atelier d'affaires au départ, de l'atelier stratégique au départ, c'est qu'on a déjà un schéma. On demandait de prioriser à 18 personnes, vous allez peut-être avoir 18 priorisations différentes. Tout le monde a ses dossiers, ses éléments, tout ça. On rencontre plein de personnes, on rencontre plein d'unités d'affaires, vous allez rencontrer plein d'équipes. Donc, le but de ce premier atelier qui est le plus important, c'est vraiment d'être capable d'avoir un schéma pour prioriser. Si c'est là qu'on veut aller comme organisation puis qu'on veut cibler sur ces différenciateurs-là, mais qu'est-ce qu'on doit prioriser pour aller dans cette direction-là? Si on a nommé ces impératifs-là, on a déjà un début de priorisation, ça permet de faciliter beaucoup ce travail-là pour pas que ça devienne une espèce de melting pot de plein d'éléments un peu disparates à prioriser. Et évidemment, on va sortir de là avec un roadmap, une feuille de route, une timeline à haut niveau. Généralement, un peu comme dans tout projet agile, on va essayer d'être très, très précis sur les éléments les plus importants. Donc, durant les ateliers, lorsqu'on réalise qu'un élément prend beaucoup d'importance, on va y accorder plus de temps au niveau de l'analyse pour se dire, ben, écoutez, ce projet-là, c'est un projet qui est extrêmement urgent d'adresser maintenant. Donc, on veut être certain de pouvoir avoir une évaluation de coût, de temps pour adresser cet enjeu-là. Puis on va essayer de faire ça pour chacune des grandes initiatives en étant très, très, très précis ou très granulaire sur les choses qui sont dans les prochains quarts à venir et peut-être un peu plus ballpark ou haut niveau, si je peux dire, pour les phases subséquentes. Mais ça nous donne quand même une idée. Puis cet outil-là va vraiment nous aider à venir positionner les différents projets, par exemple, à l'interne. Je vais parler à l'interne, on a fait l'exercice. Notre projet de CRM, ben, Samuel, qui a hâte d'avoir son CRM pour l'équipe de vente chez Nexus, ben, c'est un projet qui a été, pas dépriorisé, mais qui a été placé dans l'échéancier. Donc, sans se dire qu'il n'est pas fait, il sait Sam, que c'est un projet qui s'en vient, mais que présentement, la priorité n'est pas là, puis qu'il est placé dans notre feuille de route. Fait que veut pas, mais ça lui permet de communiquer à son équipe qu'est-ce qui s'en vient, puis pourquoi on n'est pas en train d'adresser les enjeux que l'équipe vit au jour le jour. Fait que voilà, juste comme ça, Louis-Philippe a réussi à gérer mes attentes, puis même si je n'ai pas exactement ce que je veux au bon moment, il y a une communication qui est faite, il y a une clarté qui est donnée. C'est un autre des points, on a parlé, la prise de décision, c'en est un des volets de la feuille de route, mais l'autre volet, c'est l'alignement, la communication. Donc, c'est fait. Ça ne veut pas dire que tout le monde a exactement tout ce qu'ils veulent à tous les moments, mais il y a une clarté, puis c'est ça qui est le plus important. Donc, ce que ça devrait contenir, je vous ai partagé certains outils pour que vous compreniez un peu les différents ateliers qu'on fait, mais ce que devrait contenir ce document-là ou cette présentation-là, évidemment, la vision, un rappel de la vision stratégique de l'organisation, c'est hyper important. Un survol de l'écosystème actuel, les gens veulent comprendre où est-ce qu'on se situe un jour X. Un diagnostic
hein, les observations, les constats qu'on a faits des systèmes en place, la priorisation, pourquoi les choses ont été priorisées de cette façon-là, la description des projets, donc le business case, souvent ça va être un outil pour venir expliquer, financer des fois le projet, on doit présenter ça à notre CA, on doit présenter ça en comité exécutif pour pouvoir dire, ça c'est le projet qu'on va faire, voici le cas d'utilisation. Souvent, la feuille de route va contenir ces choses-là pour, comme je disais tantôt, les projets qui sont dans le pipeline rapide. Un plan, une évaluation financière de l'exécution globale de cette feuille de route-là, puis un plan pour adresser ou assurer une gouvernance de la réalisation de tout ça à travers le temps. Fait que ça, c'est la checkbox ou la checklist, pardon, des choses que devrait contenir ce plan cette feuille de route-là. C'est ça, easy peasy, lemon squeezy, on a mis les étapes, on rencontre tout le monde. Fait que la feuille de route est faite. C'est ça, Louis-Philippe? Exact. Non, absolument pas. La feuille de route, c'est un outil, on l'a dit, il y a des pièges à éviter, on veut vous en partager quelques-uns. Je pense l'approche est simple, les outils sont connus et simples. L'idée, c'est de garder en tête ce qu'on essaie de faire puis d'utiliser des outils qui nous conviennent. Un des premiers pièges qu'on voulait vous partager, c'est, on en a parlé un petit peu, mais la gestion d'attente. Hein, j'en ai parlé avec Sam, mais la réalité, c'est qu'on a rencontré toutes les équipes, on a écouté leurs peines, on a écouté leurs enjeux, on a parlé de choses ambitieuses, d'opportunités d'IA. Ça a créé des attentes. Assurément. Assumer que les gens se sont mis à se faire des idées, puis à se dire qu'enfin on m'écoute, ces choses-là vont être réglées. Okay? Donc, la gestion des attentes, une fois qu'on a la feuille de route, c'est pas un truc qui reste dans une équipe, mais qui doit être recommuniqué avec tous les gens que vous avez impliqués dans le processus. Donc, vous le savez, vous ne pourrez pas faire plaisir à tout le monde, mais les gens doivent savoir quelles décisions ont été prises. C'est vraiment une des choses qu'on voit qui ont créé des enjeux par le passé. Un autre des pièges, puis j'en ai parlé beaucoup, mais je pense que c'est important de le remettre, la valeur d'une feuille de route se matérialise par la prise de décision. Donc, vous avez votre retour sur investissement de feuille de route le jour où vous avez choisi des choses, vous avez pris des directions. Malheureusement, il y a toujours une dynamique, puis c'est difficile. Une feuille de route qui inclut tous les besoins de tout le monde. C'est malheureusement moins, pour moi, c'est pas une feuille de route. C'est un wish list qu'on va mettre. Cette capacité-là à trancher, ça gère les attentes, puis ça permet d'augmenter le niveau de collaboration que les équipes IT vont avoir avec les équipes affaires. Ça permet aussi aux équipes techno des organisations de ramener les organisations dans leur propre contradiction, si on veut, budgétairement parlant. On force les prises de décision, puis on dit finalement, avec notre scope de travail, est-ce qu'on est capable de livrer, on arrive jusque-là, puis le reste, on ne peut pas le prendre, ça va être reporté dans le temps. Mais ça permet aussi aux équipes, au conseil d'administration, ça permet aux équipes de direction dans l'organisation de l'adresser. Puis cette clarté-là, elle sauve énormément d'enjeux dans le futur. Troisième piège qu'on voulait vous partager, on en a parlé un petit peu à travers le titre, mais à travers cette présentation-là, qui est une feuille de route, c'est pas coulé dans le béton. Hein, c'est quelque chose qu'on a bâti avec un portrait à un moment donné. Et cette feuille de route-là doit être pas remise en question, là, mais réévaluée, itérée à travers le temps. Il faut se donner la capacité d'observer ce que le marché nous envoie, ce que les équipes réalisent, puis les enjeux qu'on n'a peut-être pas capturés au moment de la prise de ces décisions-là. Fait que c'est se garder en tête que c'est un organisme vivant avec lequel on va travailler, puis qu'on va vouloir communiquer et recommuniquer, rappeler et recommuniquer. Et le dernier piège qui est ma crainte la plus forte à chaque fois qu'on livre une feuille de route, c'est que ça devienne juste ça, un document que les gens oublient. La communication, elle est très, très, très importante. On a parlé beaucoup des décisions, ça c'est parfait, mais à la fin, c'est un alignement. Puis pour aligner, il faut communiquer, puis c'est pas vrai qu'en faisant une présentation au début de l'année en disant c'est ça qu'on veut faire,
les gens ont tout pris. On a souvent tendance à, vu qu'on baigne dedans, vous baignez dans les technologies, vous baignez dans ces dossiers-là. Pour vous, c'est très clair, mais ce n'est pas clair pour tout le monde. Il y a des choses qui s'oublient, il faut communiquer. On parle de communiquer de 7 à 9 fois pour que les gens puissent accumuler le message. C'est vrai aussi pour les feuilles de route. Il faut trouver aussi une façon de le faire qui est cohérente puis qui est simple pour tout le monde. Donc, peut-être que vous avez une grosse feuille de route avec beaucoup de documentation, mais ce que vous allez communiquer, ça va être un subset de ça. Il faut que vous communiquiez. Puis chaque organisation a sa propre culture, a ses propres éléments. Donc, il n'y a pas une façon unique de faire ce travail-là. Mais moi, ce que je dis souvent, c'est faites-en moins. Faites moins de feuilles de route, mais communiquez-le correctement plutôt que d'avoir prévu toutes les possibilités, mais que juste vous qui le savez. Donc, c'est un des pièges, ce serait de manquer de cette communication-là. On arrive un peu à cette portion. Comme je disais, le but aujourd'hui, c'était de vous montrer comment nous, on arrive à livrer des feuilles de route de façon très simple pour que demain matin, vous voulez commencer à chaîner dans l'organisation, vous avez ce besoin-là de communiquer, vous avez ce besoin-là de montrer une direction dans l'organisation. Les étapes sont là. Les ateliers sont là. Mettez-le à votre sauce. On est là pour vous aider aussi s'il y a quoi que ce soit, mais de façon générale, comme je dis, la vraie complexité de ces activités-là, elle vient dans la prise de décision, elle vient dans. Mais c'est l'effort à mettre pour le faire. Donc, on garde cette espèce d'idée de essayons de faire des feuilles de route dans des délais raisonnables, courts, créer un momentum, communiquer, décider. Mais décider, communiquer, là, je pense que l'ordre est important. Mais on arrive là, puis après ça, c'est de faire vivre la feuille de route dans son ensemble. C'est vraiment un des points les plus importants. Le dernier avantage d'une feuille de route qu'on n'a pas beaucoup abordé, que je pense qui est quand même important, qui est aussi à quelques reprises une des raisons même pour laquelle nous, on va faire des feuilles de route pour certains de nos clients, ça reste l'accès à toute forme de financement. Dans le sens où on sait, les projets technologiques sont des projets qui peuvent être coûteux, c'est des investissements. Et autant d'un point de vue subvention, on est au Québec, il existe au Québec, au Canada, plusieurs programmes de subvention qui permettent d'aller chercher des montants pour livrer, pour faire des projets technologiques. Que du côté juste financement directement. Là, si on va aller chercher des prêts pour des investissements en technologie, c'est un peu ce qui est attendu de la part des financiers. Donc, on veut avoir quelque chose de clair. Si on investit, que ce soit qu'on aille voir son conseil d'administration, qu'on aille voir des partenaires, qu'on aille voir le gouvernement avec des subventions, qu'on aille voir les banques pour ces projets, ces investissements-là, il y a un besoin d'avoir une clarté. On parlait de communiquer, là, on parlait beaucoup de communiquer à l'interne dans l'organisation. Il y a des partenaires externes à qui il faut communiquer cette feuille de route-là, générer une confiance. Donc, c'est un outil très solide qui permet après ça d'aller chercher les fonds nécessaires pour les investissements qui viennent. Ça me permet aussi en même temps de vous parler d'un partenariat qu'on a avec une firme qui s'appelle Hello Darwin, avec qui on va faire un webinaire vers la fin de l'été. Justement, sur ce point-là, on a un peu sur les programmes de subvention qui existent pour les projets en technologie. Donc, et comme je vous dis, la plupart vont demander une forme ou une autre de vision technologique, une feuille de route ou quoi que ce soit. Donc, c'est bon de commencer tout de suite cette espèce de réflexion-là pour ensuite de ça se donner le temps de positionner des dossiers de la bonne façon. L'enjeu, quand on n'a pas cette vision, cette prévisibilité-là dans la feuille de route, on se retrouve à devoir faire des projets de façon un petit peu plus roche. Puis, les programmes de subvention, ça reste des programmes qui prennent du temps. Donc, on est tout le temps un peu coincé entre est-ce que j'ai le temps pour aller chercher la subvention versus ne pas faire le projet tout de suite parce que j'ai une urgence. Si on veut éviter ça, le fait d'avoir une vision sur le moyen et long terme, ça permet de positionner ces projets pour des programmes de subvention, pour du financement, quoi que ce soit. Et au niveau des finances, c'est sûr que c'est très apprécié. Avec le 28 août, midi, un webinaire qui va vraiment tourner autour de ça. Mais vous allez voir que le fait d'avoir une feuille de route en main, c'est sûr que c'est pertinent. Alors, en wrap-up, on a fait, j'espère qu'on vous a donné beaucoup d'éléments sur lesquels vous allez pouvoir réfléchir pour partir vous-même ou venir nous voir parce qu'on peut vous aider
à bien comprendre, gérer un bilan de l'écosystème, vous aider dans certains éléments ou dans une feuille de route au complet. Ça reste notre mission, ça reste ce qu'on veut faire. On veut aider les organisations à travailler mieux sur ce qui compte. Donc, la feuille de route en fait partie. Donc, n'hésitez pas à nous contacter si vous avez de ces dossiers-là. Puis pour le reste, je pense qu'on serait capable de rentrer chez Yann dans la période des questions s'il y en a quelques-unes. Absolument. On a quelques questions. On va commencer par la première. Donc, est-ce que ça vous est déjà arrivé qu'un client n'arrive pas à faire de feuille de route? N'arrive pas à faire de feuille de route. Je dirais pas, non, tout le monde est capable de faire une feuille de route. Ce qui nous est déjà arrivé, par exemple, puis pas juste une fois, ça nous est déjà arrivé d'arrêter un processus de feuille de route. Quand on parlait du premier atelier, celui sur la vision, stratégie d'entreprise et tout ça, s'il n'y a pas d'alignement à ce moment-là, il n'y a pas de feuille de route. Donc, ça nous arrive, je ne vais pas dire régulièrement parce que ce n'est pas si souvent le cas, mais ça peut arriver qu'on dise, tu sais quoi, on va faire une pause parce que tant qu'on ne sait pas, l'organisation ne s'est pas alignée sur qu'est-ce qu'ils veulent exactement faire, il n'y a absolument rien qu'on peut faire au niveau technologique pour vous amener à un endroit qui n'est pas défini. Donc, ça, c'est des choses qui peuvent arriver. Super. On a une question qui revient souvent pendant nos webinaires, c'est combien ça coûte la feuille de route? Comme on l'a expliqué, il existe plusieurs façons de faire des feuilles de route. Il existe plusieurs extraits de feuilles de route. Moi, j'adore celles qui sont le plus simples possible. On arrive aux décisions et tout ça. Des fois, quand on parlait dans des feuilles de route qu'on fait avec une optique de subvention, dans une optique de financement, on va demander plus de détails, ça demande plus de travail. De façon générale, arriver à prendre des bonnes décisions rapidement. Ça va être des feuilles de route qui vont tourner, puis là, ça dépend du niveau de documentation, mais ça va tourner entre 10, 12 ou 15 000 pour ce type de travaux-là. Merci Sam. On passe à l'autre question. Ça serait comment convaincre l'entreprise dans laquelle je travaille d'embarquer dans le process? En fait, c'est drôle parce que le processus, les avantages du processus sont la meilleure façon de vendre pourquoi on rentrerait là-dedans. Souvent, on part des problèmes pour expliquer les avantages de la feuille de route. On en parlait en début de rencontre des décisions qui se prennent en silo. Donc, mon équipe département X a pris une décision d'installer tel outil pour ses besoins à lui. Tout le monde a fait un peu la même chose, puis on se retrouve dans un écosystème où les choses ne se parlent pas, puis là, on a des enjeux de visibilité, de la donnée, de traçabilité, ce genre de choses-là. Fait que l'idée de la feuille de route, c'est de se dire, hey, on peut-tu faire le portrait de cet écosystème-là, puis de prendre des décisions aujourd'hui qui vont faire en sorte que les choses qu'on va déployer dans le futur vont être cohérentes entre elles. Donc, souvent, on va passer par cette approche-là pour expliquer la nécessité, du moins, de faire cet exercice-là. Puis l'autre raison pour laquelle cet exercice-là pourrait avoir énormément de valeur, je pense, comme on le disait, c'est on a besoin de placer ou de vendre un projet ou d'expliquer pourquoi un projet est important pour en faire la promotion à l'interne. Souvent, ça peut être un bel outil de diagnostic pour faire ce qu'on appelle un business case là, pour présenter un projet qu'on veut pousser dans son organisation. Je ne sais pas si c'est un complément, Sam. Oui, je pense que tu le mets, au final, si je me mets à la place de l'organisation, de leadership dans une organisation, la capacité d'avoir l'information requise pour prendre les bonnes décisions, ça reste le craving le plus gros de tous les gestionnaires d'entreprise. Donc, la feuille de route, elle permet ça. Parce que prendre des décisions, tout le monde peut le faire, mais de le faire sur les bonnes sources d'informations, puis être capable d'avoir une vision alignée, puis d'avoir une clarté vers la direction, ça enlève un gros poids à des CA, ça enlève un gros poids. Donc, je pense que juste pour leur amener ce feeling-là, il y a un bon case à faire de faire un petit step back pour se donner ce temps-là. Merci à tous les deux. On a une question qui est un petit peu technique. Est-ce que vous utilisez des questionnaires pour ensuite faire des visualisations des attentes et besoins? Et si oui, quel outil préférez-vous pour faire vos feuilles de route? L'outil qu'on utilise le plus, on parle vraiment d'outils, puis j'essaie de répondre quand même à la question après ça au niveau des questionnaires, mais Miro, là, vous avez vu là, dans un des screenshots, c'est un peu ça. Miro est un outil extrêmement puissant pour faire de la visualisation, puis il est extrêmement flexible, puis il permet de collaborer avec les clients aussi. Fait que souvent, ce qu'on va faire,
En amont, on va généralement envoyer des questionnaires pour aller chercher peut-être la liste des outils, ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas. Là, ce volet-là, il est très factuel. Quand on arrive dans les attentes et les besoins, souvent, il y a une nécessité de communication, de creuser, de comprendre, plutôt que de juste lire un output. Fait que ça va être à travers des ateliers vraiment en personne où on va documenter ça dans Miro. Même des fois, on va faire participer les gens, où on va tous être connectés en même temps. On va faire des brainstorms individuels, puis après ça, on va regrouper l'information. Fait que dépendamment du temps qu'on a et du nombre d'intervenants, de participants, on va faire des ateliers comme ça. Fait que pour le volet prise d'attente et besoins, souvent, on aime mieux le faire en personne ou dans un atelier. Je pense qu'il y a un piège. Puis oui, on utilise des questionnaires, c'est arrivé à quelques reprises, mais j'ai toujours cette idée-là qu'il y a aussi un piège à l'intérieur de ça, parce que c'est dans les interactions, comme tu dis, Louis-Philippe, que souvent on va être capable de creuser un peu plus, puis il y a une compréhension commune qui se crée. Je n'ai pas trouvé encore le formulaire parfait qui me donne exactement ce que je veux, que j'atteins dans les ateliers avec une collaboration, avec une discussion et tout ça. Mais ça peut être un bon intrant pour en préparer un. Mais oui, des fois, ce que je vois souvent, c'est qu'on va trop se fier à cet extrait-là du formulaire, puis malheureusement, on perd une opportunité de discussion puis de challenge, parce qu'à la fin, c'est la prise de décision qui est importante. Puis dans cette discussion-là qu'il y a entre les intervenants, il y a déjà un début de prise de décision qui se prend. C'est bon. On va y aller avec une dernière question. Est-ce que ça s'applique de la même façon dans les organisations publiques? Comme je dis, toutes les organisations, peu importe public, privé, peuvent se permettre doivent, selon moi, se faire des feuilles de route pour pouvoir prendre les bonnes décisions puis aligner toute l'organisation. Ça, il n'y a aucun stress. Maintenant, nous autres, ce qu'on voulait vous montrer aujourd'hui, c'est une méthode qui fonctionne bien, mais fonctionne, c'est pas un one size fits all. On parlait de la période de temps, le nombre d'ateliers, tout ça, les types d'ateliers qu'on va faire. Je dirais qu'on l'avait évalué là, dans une entreprise 10 à 50, 100 millions de dollars de chiffre d'affaires, c'est comme le sweet spot pour cette méthode-là. Pas qu'elle ne peut pas s'appliquer plus bas ou plus haut, c'est juste qu'on va probablement faire beaucoup d'ajustements. Et dans le monde public, on va faire beaucoup d'ajustements parce qu'il y a plein d'éléments à prendre en considération qui ne sont pas nécessairement accessibles de la même façon. Fait que je pense qu'il y a dans la base, si vous voulez partir dans une organisation publique, je pense que le flow fonctionne bien, mais je me prendrais une petite réflexion pour dire, y a-t-il des angles morts que j'ai parce qu'on est dans le domaine public auquel je n'ai pas accès? Il y a un volet citoyen, il y a un volet qui n'est pas nécessairement pris en compte dans notre méthode présentement que je voudrais rajouter probablement. Parfait, mais on a fait le tour des questions de la boîte à questions, donc on va s'arrêter là. Si jamais vous avez d'autres questions qui vous viennent à la suite du webinaire, vous pouvez toujours nous contacter via notre site web. Là, ça va nous faire plaisir d'y répondre via le formulaire de contact. Et puis j'en profite avant de couper le webinaire de vous annoncer en primeur que le prochain webinaire aura lieu le 14 août. On va parler de copilote et des outils de la Power Platform. Et puis, on va voir ensemble comment ça va avoir un impact sur vos processus métiers, notamment. Donc, si c'est un sujet qui vous intéresse, restez à l'affût. Les invitations vous seront envoyées dès la semaine prochaine. Et puis, comme a annoncé Samuel pendant le webinaire, on aura aussi un webinaire fin août pour parler des subventions. Donc, si vous êtes inscrit à ce webinaire, normalement, vous allez recevoir l'invitation si ça vous intéresse aussi de vous joindre à nous. Merci à tous d'avoir été là jusqu'à la fin. Merci pour les bonnes questions et puis merci à toi Samuel puis à toi Louis-Philippe pour la présentation du jour. Ça fait plaisir. Merci beaucoup Cheyenne. Bonne fête encore Louis-Philippe. Oui, merci. Bonne fête, merci. Bye bye.